2015, aéroport de Kigali, au Rwanda. Une femme descend d'un avion, elle vient du Burundi. Elle n'a presque rien avec elle. Pendant 22 ans, cette femme avait construit quelque chose d'extraordinaire dans son pays. Des écoles, un hôpital, une piscine, un cinéma, un refuge pour des milliers d'orphelins de guerre. Une communauté entière bâtie sur les ruines d'un massacre. Et en quelques semaines, elle a tout perdu. Son passeport, sa maison, ses bâtiments, son pays. Des journalistes l'attendent à l'aéroport. Elle réfléchit une seconde, puis elle dit qu'elle n'a rien perdu, qu'elle est partie avec son amour, et qu'avec l'amour, on peut tout reconstruire. Cette femme s'appelle Maggie Parankitse, et cette réponse, si simple, si radicale, résume toute sa vie. Bonjour à tous, moi c'est Glimini, je suis une aigrie qui essaye de retrouver un peu foi en l'humanité et je vous emmène dans cette aventure en vous proposant de belles histoires, des histoires vraies sur des actions ou des héros oubliés. Et si ça vous parle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça me soutient énormément. Et aujourd'hui, je vous emmène en Burundi, un pays que certainement très peu d'entre vous connaissent, pour vous raconter l'histoire d'une femme qui a choisi, face à l'horreur absolue, de répandre de l'amour. Et qui, comme ça, a sauvé des milliers d'enfants. Le Burundi, c'est un tout petit pays d'Afrique centrale, à peine plus grand que la Belgique. Il est enclavé sans accès à la mer, entouré par la Tanzanie, la République démocratique du Congo, le Rwanda. C'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Mais c'est aussi un pays d'une beauté saisissante, des collines verdoyantes, des lacs immenses et une nature généreuse. Le Burundi a obtenu son indépendance de la Belgique en 1962. Et dès ses premières années d'indépendance, le pays va traverser des périodes assez terribles et douloureuses, avec une grosse tension entre deux ethnies, les Hutus et les Tutsis. Pour comprendre ce qui va se passer en octobre 1993, il faut comprendre cette tension. Pas pour l'expliquer entièrement, c'est complexe, douloureux, avec des siècles d'histoire derrière, mais pour au moins saisir l'essentiel. Les Hutus et les Tutsis partagent la même culture, la même religion et la même langue. Ils vivent dans les mêmes villages et se marient même parfois entre eux. Leurs différences physiques, qui ont été longtemps exagérées, sont en fait minimes. Mais pendant la période coloniale, les Belges ont systématisé et durci la différence entre les deux groupes, en fournissant notamment des cartes d'identité ethniques. Les Tutsis, minoritaires, ont été favorisés et placés dans les postes d'autorité. Les Hutus, eux, majoritaires, ont été relégués. Quand l'indépendance est venue, ces divisions creusées par la colonisation ont éclaté en conflits sanglants. Au Rwanda voisin, elles mèneront au génocide de 1994. 800 000 morts en 100 jours. Au Burundi, les violences ont éclaté par vagues depuis les années 1960, faisant des centaines de milliers de morts. Et en 1993, le Burundi vit un moment d'espoir fragile. Pour la première fois, un président Hutu a été démocratiquement élu, Melchior Ndadaye. Hutu et Tutsi semblent pouvoir coexister, et le pays respire enfin. Puis, le 21 octobre 1993, Ndadaye est assassiné par des officiers de l'armée Tutsi, et le Burundi bascule. Marguerite Barankitse, que tout le monde appelle Maggie, naît en 1957 à Ruyigi, une ville du sud-est du Burundi. Son père Michel meurt d'un cancer quand elle a 6 ans. Sa mère se retrouve donc seule avec Maggie et son frère Apollinaire. Elle ne se remariera pas et consacrera sa vie entière à ses enfants. Et d'autres enfants aussi, puisque la mère de Maggie va adopter 8 enfants, des enfants orphelins, abandonnés et de différentes ethnies. La maison de Maggie est une maison où l'on partage, où l'on accueille, où la porte n'est jamais complètement fermée. Cette façon de vivre, la générosité comme mode de vie et non pas comme exception, Maggie la reçoit de sa mère comme on reçoit sa langue maternelle, sans même s'en rendre compte. Son oncle, qui n'a pas d'enfant, décide de payer ses études. Maggie est absolument brillante. Elle fera des études de professeur, puis partira à Lourdes, en France, pour une formation religieuse de plusieurs années. Elle revient à Ruyigi en 1983 et commence à enseigner. À l'école, elle est connue pour avoir une grande gueule. C'est l'expression qu'elle utilise elle-même. Quand elle réalise que d'excellents élèves Hutus sont refusés dans les classes supérieures à cause de leur ethnie, elle se bat. Elle dépose plainte contre l'État et elle est suspendue de ses fonctions. Elle gagnera le procès en 1986. Mais dans le Burundi, où la tension ethnique est omniprésente, une femme Tutsi qui se bat pour les droits Hutus, c'est une traîtresse aux yeux de beaucoup. Mais Maggie, elle continue quand même. À 23 ans, Maggie adopte Chloé, une de ses élèves, orpheline, et d'une origine ethnique différente de la sienne. Et dans les années qui suivent, 4 autres enfants seront accueillis dans sa maison. Des enfants d'origine ethnique différente, Hutu, Tutsi,
peu importe. Les gens de Ruyigi l'appellent la femme folle. Elle ne veut pas se marier, elle n'est pas religieuse, elle adopte des enfants d'autres ethnies et parle trop fort. Maggie dit qu'elle sait qui elle est, que son oncle lui a payé des études pour qu'elle serve la communauté. Et que pour servir la communauté, pour elle, ça va bien au-delà des frontières ethniques. En 1988, elle part en Suisse pour entamer une formation en administration. Mais en 1989, sa mère tombe gravement malade d'un cancer. Maggie rentre donc pour l'accompagner jusqu'à sa mort. Puis, elle repart pour terminer sa formation. En 1991, elle revient en Ruyigi et devient la secrétaire de l'évêché. Elle a 34 ans, elle a 7 enfants adoptés, elle travaille pour l'église et sa vie est stable, ancrée et pleine. Le 20 octobre 1993, quand le président est assassiné, le monde de Maggie s'effondre. L'assassinat du président Ndadaye par les militaires Tutsis déclenche une spirale de violence. Des Hutus paniqués commencent à massacrer des Tutsis, et les militaires Tutsis ripostent. En quelques jours seulement, le pays est à feu et à sang. À Ruyigi, là où Maggie vit et travaille, la tension monte à une vitesse terrifiante. Des familles Hutus, sachant qu'elles vont être prises pour cible, cherchent des refuges. L'évêché, la maison du bishop, le bâtiment de l'église, semble être un endroit sûr. Maggie aide donc à faire rentrer des familles Hutus dans l'enceinte de l'évêché. Elle sait que c'est dangereux, mais elle peut pas juste fermer la porte. Le dimanche 24 octobre 1993, au matin, elle est à l'évêché et elle est occupée à préparer la messe. Les assaillants, eux, arrivent, pénètrent dans l'enceinte de l'évêché de Ruyigi. Ils viennent chercher les Hutus qui s'y cachent. Vous l'aurez compris, Maggie est Tutsi et donc ils ne la tueront pas pour ça. Mais elle refuse de dire où sont les enfants qu'elle a cachés dans les placards et dans les recoins du bâtiment. Ils la battent, ils la déshabillent et ils l'attachent à une chaise. Et ils la forcent à regarder. Pendant des heures, Maggie va assister au massacre de 72 personnes, des amis, des gens qu'elle connaît depuis des années, dans la cour de l'évêché. Elle ne peut pas bouger, elle ne peut pas crier, elle peut seulement regarder. Et je suis allée à l'évêché. Et on m'a attaché, on a assassiné 72 personnes devant moi. Je l'ai vécu ce jour-là. Je crois que je n'ai jamais pleuré comme j'ai pleuré ce jour-là. Parce que d'abord, j'étais entre l'enclume et le marteau. 2 jours avant, j'ai perdu ma famille biologique. Mais ce jour-là, je vois aussi des gens de mon ethnie venir se venger. Des Tutsis, moi je suis Tutsi, mais Tutsi je ne l'ai pas choisi. C'est pas une valeur en soi. Si quelqu'un me haïssait parce que je suis Tutsi, ce serait bête. Alors j'ai essayé de leur expliquer de ne pas se venger sur des personnes innocentes. Ils ne m'ont pas écouté. Ils m'ont attaché. Ils ont assassiné ces personnes. Mais j'ai pas baissé les bras. Ce qu'elle vit ce jour-là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que je ne veux pas que ce soit ce que vous gardiez de l'histoire. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est ce qui s'est passé ensuite. Au milieu du massacre, Maggie fait quelque chose. Elle parle aux assaillants. Elle plaide, elle supplie. Les enfants Hutus qu'elle avait cachés et les siens n'ont rien fait. Ce sont des enfants. Laissez-les. Et les assaillants, pourquoi on ne le saura jamais vraiment, ont épargné 25 enfants. 25 enfants. Quand la violence cesse, Maggie est libre de ses liens. Elle rassemble ses 25 enfants autour d'elle. Et elle les amène chez Martin Nowak, un travailleur humanitaire allemand qui vit à Ruyigi et dont la maison a été évacuée. Le lendemain matin, avec l'aide du vicaire et de prisonniers, elle enterre les 72 corps dans une fosse commune près de l'évêché. Puis, elle s'occupe de ses enfants. Maggie et les 25 enfants vivent dans la maison de Martin Nowak pendant 7 mois. Ces 7 mois sont à la fois les plus sombres et les plus novateurs de sa vie. La guerre civile, elle, s'intensifie. Chaque jour, de nouveaux orphelins arrivent à la porte. Des enfants dont les parents ont été tués. Des enfants seuls, blessés, affamés et terrorisés. Maggie n'en refuse aucun. Hutu, Tutsi, Congolais, Rwandais, peu importe. Elle fait entrer tout le monde. Les ressources pourtant manquent. Il n'y a pas assez de nourriture. Maggie fait ce qu'elle peut. Elle emprunte, elle supplie. Elle va chercher de la nourriture dans les champs environnants quand personne ne regarde. Elle sera d'ailleurs arrêtée plusieurs fois pour vol. Et à chaque fois, elle dit aux policiers qu'ils devraient faire pareil. Que nourrir des enfants n'est pas un crime, c'est un devoir. Le nombre d'enfants sous sa responsabilité grandit chaque jour. Et en quelques mois, ils sont des centaines.
Elle ne sait pas comment elle va les nourrir le lendemain, mais elle continue d'ouvrir la porte. En mai 1994, l'évêque de Ruyigi lui propose quelque chose. Il y a une vieille école à l'abandon. Il peut la lui prêter pour y installer un refuge pour les enfants. Maggie accepte. Elle transforme cette école en foyer. Les enfants s'installent et c'est un enfant de 5 ans qui va donner le nom à cet endroit. Il entend une chanson à la radio et la chanson parle de paix. Elle s'appelle Shalom. La maison Shalom est née. Maison Shalom, la maison de la paix. Ce qui va se passer ensuite dans la maison Shalom est proprement stupéfiant. Maggie dit souvent que l'amour l'a rendue inventive. Et c'est exactement ce qui se passe. Les enfants ont besoin de manger, elle crée une ferme. Les enfants ont besoin d'apprendre, elle crée une école. Les enfants sont malades, elle crée une clinique. Puis, quand 16 mères meurent en accouchant, faute de soins adaptés, elle convainc, par une combinaison subtile de persuasion et d'audace, une milice armée de construire un hôpital. Elle leur a posé une question. Elle leur a demandé ce qu'ils pensaient qu'il leur arriverait après leur mort s'ils ne faisaient rien de bien. L'hôpital est construit. Les mères n'ont pas d'argent, donc elles créent une banque. Puis 2, puis 3, des microcrédits pour les femmes. Les enfants n'ont pas de loisirs. Elle va donc créer une piscine. Au milieu de la guerre, dans une zone de conflit. Et un cinéma. Parce que la dignité, c'est aussi le droit de jouer et de rêver. Sans faire la liste exhaustive, elle construit aussi une bibliothèque, un centre de formation professionnelle, une morgue. Parce que la dignité s'étend même dans la mort. Chaque besoin qu'elle voit, elle invente une solution. Et tout ça doit être durable. Tout doit s'autofinancer pour ne pas dépendre éternellement de la charité des autres. Au milieu d'une guerre civile, avec des ressources minimes et sans aucune connaissance en gestion ou en construction. Juste avec cette conviction. Si quelque chose est nécessaire, on doit trouver une solution pour le faire. En 22 ans, la maison Shalom accueille direct ou indirectement 47 000 enfants. Hutu, Tutsi, Twa, Congolais, Rwandais, peu importe l'origine, peu importe l'ethnie. Maggie les appelle les Hutitois, un mot qu'elle a inventé, mélange de Hutu, Tutsi et Twa. Ses enfants à elle, tous ensemble. Dans un pays déchiré par les guerres ethniques depuis des années, la maison Shalom devient quelque chose d'impensable. Un endroit où des enfants de camps différents grandissent ensemble, jouent ensemble, apprennent ensemble. Maggie croit profondément, viscéralement, que c'est comme ça qu'on brise le cycle de la haine. Pas avec de grands discours, pas avec des accords politiques, mais en élevant une génération qui vit côte à côte. Donc je me suis dit, ceux qui peuvent faire l'université, de choisir, puisque s'ils font des études universitaires et qu'ils sont accompagnés, ils pourront être cette nouvelle génération qui cassera ce cycle de violence parce qu'ils seront des leaders de demain. Donc je me mets à les envoyer dans les universités, les former en métier, donner des microcrédits aux mamans pour garder leur dignité, qu'elles ne se prostituent pas, que ces jeunes n'aillent pas dans la drogue ou la prostitution. Donc voilà. Et vous vous souvenez de Chloé ? La première enfant accueillie par Maggie à l'âge de 23 ans, en 2005, elle obtient un diplôme de médecine en Italie. Et elle revient. Elle revient à Ruyigi, à la maison Shalom, pour travailler dans l'hôpital que Maggie a fait construire. La petite fille orpheline que Maggie a accueillie chez elle est devenue le médecin de l'hôpital de Maggie. Et la boucle se referme. En 2015, le Burundi rentre dans une nouvelle crise politique. Le président Pierre Nkurunziza décide de briguer un 3e mandat, ce que la Constitution interdit. Des manifestations éclatent partout dans le pays, et la répression est violente. Maggie, qui n'a jamais eu peur de dire ce qu'elle pense, parle publiquement. Elle critique le gouvernement. Elle dénonce cette répression. Et du jour au lendemain, celle qu'on appelait la mère du Burundi devient persona non grata. Son passeport est confisqué, ses biens sont menacés, sa vie est même en danger. Plus de 105 000 Burundais fuient le pays plusieurs semaines après ça, et Maggie en fait partie. Elle quitte le Burundi avec presque rien. 22 ans de travail, des écoles, un hôpital, des banques, une piscine, des dizaines de milliers d'enfants sauvés. Mais elle part sans rien. À l'aéroport de Kigali, au Rwanda, des journalistes l'attendent et lui demandent ce qu'elle ressent, ce qu'elle a perdu. Maggie réfléchit une seconde. Puis elle dit qu'elle n'a rien perdu, qu'elle est partie avec son amour et qu'avec l'amour, elle peut reconstruire. Et elle ajoute quelque chose, que la maison Shalom, ce n'était pas les bâtiments, que c'était un message. Le message qui dit que l'on peut vivre ensemble.
qu'on peut reconstruire, que l'amour est plus fort que la haine. Et que ce message-là, personne ne peut lui prendre. Parce que la Maison Shalom, c'est un message que nous pouvons vivre ensemble, heureux, debout, et respecter notre dignité de personne humaine. Ce n'était pas des infrastructures. Ce qui m'a déchiré, c'est que tout ça, je l'avais fait pour l'humanité. Et qu'on n'a pas pu continuer. Moi, ce n'est pas que ça soit moi, en tant que Marguerite, en tant que Maggie, qui continue ça. J'aurais aimé que les 10 000 ménages qui profitaient de la microfinance, que ces 80 000 personnes qui se faisaient soigner chaque année à cet hôpital soient toujours en fonction, que tous ces centres, que le cinéma, que la piscine, la bibliothèque, que toutes les auberges puissent servir à la dignité de la personne humaine, que les gens en profitent. Et au Rwanda, Maggie recommence. Elle ouvre une nouvelle maison Shalom pour y accueillir les réfugiés burundais et pour tous ceux qui en ont besoin, quelle que soit leur origine. Elle voyage dans le monde entier pour parler de son travail, pour collecter des fonds, pour convaincre d'autres personnes que la bonté est toujours possible, même dans les endroits les plus sombres. Au fil des années, les prix et les reconnaissances s'accumulent. En 2001, le gouvernement français lui remet une médaille lors de la commémoration des 50 ans de la Déclaration des droits de l'homme. En 2003, elle reçoit le World Children's Prize for the Right of the Child, le même prix que recevra d'ailleurs Nelson Mandela en 2005. En 2008, elle reçoit l'Opus Prize, une récompense prestigieuse pour l'entrepreneuriat social fondé sur la foi. En 2017, elle reçoit l'Aurora Prize for Awakening Humanity, un prix d'1 million de dollars remis à ceux qui font des actes extraordinaires pour l'humanité. Pour l'anecdote, ce prix a d'ailleurs été créé par les descendants de survivants du génocide arménien. Et elle reverse la totalité de ce million, et aujourd'hui, à 69 ans, sans passeport, sans pays, et vivant en exil au Rwanda avec des papiers de voyage luxembourgeois, elle continue. Maggie Barankitse résume sa vie en une seule phrase. Elle dit que l'amour l'a rendue inventive. Pas la politique, pas la stratégie, pas l'argent, mais l'amour. Face à chaque problème qu'elle a rencontré, des enfants affamés, des mères qui meurent en accouchant, des réfugiés sans abri, elle cherche une solution. Pas parce qu'elle était formée, pas parce qu'elle avait les ressources, mais parce qu'elle ne pouvait pas regarder toute cette souffrance sans agir. Mais comme beaucoup, elle ne considère pas que c'est une héroïne. Elle dit être une femme ordinaire qui a fait des choix ordinaires dans des circonstances extraordinaires. Et qu'elle croit profondément que n'importe qui aurait fait pareil. Ces gens-là ont encore foi en l'humanité, c'est dingue. J'arrive pas à m'enlever de l'esprit tout ce qu'elle a vécu, cette pauvre femme. Vous imaginez assister à 72 massacres, assise sur une chaise en ne pouvant rien faire pendant des heures. Et que loin de juste s'apitoyer sur son sort, elle prend ses 25 enfants, elle se dit faut que je les aide, faut que je fasse quelque chose, elle les rassemble, elle les met dans une maison et elle commence à bâtir quelque chose de beau pour les autres. Entre le moment où elle assiste à ça et le moment où elle les rassemble, elle n'a pas le temps de faire un plan. Du coup, elle réfléchit pas, elle se dit faut y aller, je fais les choses. Peut-être que d'ailleurs c'est pour ça qu'elle ne s'est pas effondrée. Parce qu'il y avait ses enfants. Parce qu'elle croyait en l'amour qu'elle pouvait leur donner. Elle le dit elle-même, c'est l'amour qui l'a rendue inventive. Et non pas la vengeance, non pas la rancœur, l'amour. Je pense que cette phrase est peut-être l'une des plus belles que j'ai jamais entendues. Parce qu'elle dit quelque chose sur ce que l'être humain est en capacité de donner. Quand il décide que quelque chose est plus important que sa propre sécurité, son propre confort, ou même sa propre personne. Une femme ordinaire, dans un pays que je pense beaucoup ne connaissaient pas, a juste décidé de donner de l'amour à 47 000 enfants, 47 000 vies. Et n'oublions pas, avec une piscine et un cinéma dans une zone de guerre. Parce que vivre, et vraiment vivre, pas juste survivre. Vivre, ce n'est pas juste ne pas mourir. C'est aussi le droit de jouer et de rêver. Maggie Barankitse vit aujourd'hui au Rwanda, en exil, sans passeport et sans pays. Mais avec son amour, elle a recommencé à construire.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle me touche de fou cette histoire, juste parce qu'elle fait le choix de l'amour et pas le choix de la rancœur. Et malheureusement, moi je sais que je fais souvent le choix de la rancœur et pas le choix de l'amour, que je suis pas prête à le faire, que j'espère que j'en viendrai à avoir ce niveau de bonté. Je connaissais le génocide rwandais, mais je savais pas tout ce qui s'était passé au Burundi. J'espère avoir retranscrit cette histoire de la meilleure manière que ce soit. J'espère qu'elle vous a touché. Encore une fois, on est sur des personnes qui ne sont pas assez mises en avant, toujours. C'est fou quand même. Surtout que par rapport à d'autres histoires, cette histoire est quand même relativement récente. Mais personnellement, en 2015, j'avais quel âge ? Attendez, j'avais quel âge en 2015 ? En 2015, j'avais 19 ans. Et je n'ai jamais entendu parler de cette histoire. Alors vous allez certainement dire que c'est de ma faute, je me suis pas assez renseignée. Probablement. Mais bizarrement, je connais des tueurs en série qui ont agi bien avant ma naissance. Alors que ce genre d'histoire, c'est des exemples à suivre. Alors comme je vous le dis, moi, il me reste encore du chemin à parcourir. Je sais pas pour vous. Alors n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous êtes du genre à faire le choix de la rancœur ou de l'amour. Il n'y a pas de jugement. Je suis la première à faire le choix de la rancœur. J'ai encore beaucoup de travail à faire. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. Ça me soutient énormément pour continuer cette série sur les belles histoires qui, pour le coup, me font vraiment découvrir tout un autre monde, autre que les tueurs en série, ce qui est pas très compliqué en soi. Mais et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle histoire. Ciao, ciao!